date des tout débuts du monde. Toutes les traditions sur toute la planète parlent de l'argile. On sait qu'Adam, n'est-ce pas, a été fait à partir de l'argile. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que, par exemple, chez les Navarros, la tradition veut que le Dieu créateur ait créé l'homme à partir d'argile blanche. Donc là, c'est une spécificité. Alors qu'on avait la tradition de l'homme rouge dans d'autres religions, c'est à partir d'argile blanche. Et en l'occurrence, cette argile qui a toujours été quasiment divinisée, dans certains peuples, comme chez les Dogons par exemple, le potier, celui qui travaille l'argile, a un caractère quasi religieux. On le considère pratiquement comme un saint, en tout cas comme un personnage de grande importance, simplement parce qu'il a un contact privilégié établi avec la terre. Donc c'est vrai que l'histoire de l'argile, j'ai répercuté, on va là un peu plus loin, enfin plusieurs choses, on en parle depuis la nuit des temps. Les anciens Égyptiens, bien sûr, l'utilisaient, aussi bien dans les procédures de momification, l'argile interagissait aussi. Au niveau de la thérapie, ils utilisaient surtout ce qu'ils appelaient l'ocre jaune, qui est une forme d'argile jaune, et qui était parée de vertus multiples, y compris pour lutter contre la peste, des infections, guérir les blessures, etc. Ce que l'on sait, c'est que probablement l'homme a appris à utiliser l'argile simplement en regardant ce que faisaient les animaux sauvages, et les nôtres aussi, tous ceux qui ont un chien et qui le promènent. On constate très bien qu'une flaque d'eau argileuse attire irrémédiablement nos petits compagnons qui adorent se rouler dedans, patouiller, etc. et la boire. Donc c'est vrai qu'un sanglier blessé se roule aussi dans de l'argile et que cela guérit les plaies. Et c'est ce qui a amené l'intérêt que l'on retrouve sur toute la surface du globe pour ce merveilleux matériau, en l'occurrence, qui est probablement le premier remède qui ait été utilisé au monde, puisqu'il est tellement apporté. Alors l'argile, c'est une colloïde, même si au fond de votre jardin, comme chez moi, on voit que c'est épais, gluant. Et c'est justement lorsque l'argile a cette caractéristique d'une pâte souple, épaisse et collante, qu'elle est véritablement une colloïde. On parle au niveau de la biochimie des sols, on parle de phase liquide du sol. Tout simplement parce que ce qui nous paraît dur, on marche dessus, etc. Mais c'est encore une fois un peu en analogie d'ailleurs avec notre propre corps, qui est quand même majoritairement composé d'eau. C'est la même chose pour le sol, qui est régulièrement imprégné de l'eau de pluie, les sèves, les débris végétaux qui se décomposent, etc. C'est tout ça qui constitue l'humus et l'argile, qui les enrichit et qui leur donne des caractères et des caractéristiques très particulières, qui font que d'ailleurs, d'une argile à l'autre, même si on parle de grandes familles, si je parle d'Ilite, de Montmorillonite, d'Atapulgite, etc., chaque argile va être un peu différente en fonction du lieu où elle a été prélevée, du lieu où elle a grandi, on pourrait dire, où elle s'est développée, où elle s'est enrichie de toutes sortes d'éléments, et ça lui confère des vertus particulières. Et c'est déjà une grande règle. Alors bien évidemment, à la pratique, on prend aussi ce qu'on trouve. Au niveau de la constitution des argiles, quand on parle d'argile, c'est un matériau général, mais qui a une composition très riche, au point que cette composition n'a d'ailleurs vraiment commencé à être mise à jour qu'avec des instruments assez modernes, seulement depuis à peu près même pas un siècle. Il a fallu quand même pouvoir l'examiner d'une manière précise et pouvoir faire des mesures à l'échelle nanométrique pour se rendre compte de ce qu'est véritablement l'argile. Et en l'occurrence, les argiles sont des composés qui contiennent tout un tas d'éléments. Entre autres, ce qu'on appelle des minéraux argileux. Les minéraux argileux, ce n'est pas l'argile, ça n'est qu'un composant. Et ces minéraux argileux, qui se présentent en général sous la forme de feuillets, de petites lattes, ont une dimension de quelques millièmes de millimètres, et à l'intérieur duquel, comme disait Jean-Yves, on a des interstices dans lesquels viennent se loger des ions métalliques avec des polarités négatives, positives, etc. On a un petit jeu d'échange électrique au sein de ces minéraux argileux qui vont faire qu'on va, dans certains cas, pour rétablir l'équilibre, attirer des ions, des cations, etc., qui vont venir rétablir une polarité stable. Stable n'étant pas le mot dès qu'on parle de colloïdes, puisqu'il ne suffit de pas grand-chose pour que tout change d'état. Donc quand on parle de phase liquide du sol, cela signifie que le sol
reste une colloïde. On parle de sol en parlant d'humus comme en parlant d'argile. Ça reste une colloïde, que l'état soit sec, comme en plein été, ou de l'argile séchée, que ce soit humide comme de la boue, ou que ce soit carrément rendu liquide par une forte pluie, par une inondation, n'importe quoi de ce genre. Ça reste une colloïde. Et l'intérêt de cet équilibre colloïdal, c'est que justement c'est une suspension dynamique dans laquelle les échanges se font. On vous en a parlé longuement depuis hier, et l'argile en fait partie. Et on parlera tout à l'heure aussi des précautions à prendre avec l'argile. Pourquoi on ne peut pas non plus utiliser n'importe quelle forme commercialisée? Parce que certaines, ont floculé, et comme tout ce qui est floculation, ça devient inerte, et donc les propriétés en sont très largement amoindries.